Merci aux personnes qui nous ont rejoints. On poursuit nos conférences et cette fois-ci, c'est une conférence avec notre partenaire Audio Solutions et Jean-Baptiste Bonnefoy, qui est le dirigeant d'Audio Solutions sur l'antenne de Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis nous parler brièvement d'Audio Solutions avant de dérouler cette conférence? Avec plaisir. Merci à tous d'être présents. Je me présente, Jean-Baptiste Bonnefoy. Ça fait 20 ans que je suis audioprothésiste sur la région stéphanoise. Avec moi, un de mes collaborateurs, Fabien Andréo, qui lui est présent sur toute la plaine du Forêt. Donc voilà, on va être amené à vous présenter une petite idée de ce que peut faire un appareil auditif aujourd'hui. Très bien. Audio Solutions, on voit maintenant cette implantation quand même sur le territoire. Ça marche fort en ce moment. On cherche à développer notre structure pour se rapprocher de plus en plus des gens. On sait qu'on a beaucoup de patients qui ne peuvent pas forcément se déplacer et on a l'idée de toujours se rapprocher au plus près de nos patients pour que les services qu'on propose soient le plus accessibles possible à tout le monde. On essaye d'éviter que les gens se déplacent trop, et plutôt que ce soit nous qui nous déplacions au plus près de chez eux. Et puis avec des antennes locales, puisque par exemple à Roche-la-Molière, vous êtes implanté, etc. Exactement, Roche-la-Molière, Saint-Jumeau-le-Mont, toute la Loire. Très bien. Écoutez, je vous laisse nous parler donc des solutions auditives au cœur des nouvelles technologies, qui est l'objet de cette conférence. Et je reviens vers vous à 5-10 minutes de la fin pour pouvoir échanger avec notre assistance et poser quelques questions. Avec plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors, on va aborder un petit peu le thème des innovations technologiques, mais avant, je pense qu'il est important de faire le point sur le monde de l'audition en France aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez en tête ce qui se passe dans l'audition en France et dans le monde. Aujourd'hui en France... Alors attends, je vais piquer là. Hop. L'audition en France. On estime en 2050, alors c'est pas tout de suite, que 2,5 milliards de personnes dans le monde seront appareillées. À savoir qu'en 2050, on sera 10 milliards sur Terre. Donc ça fait 25% des gens qui auront un problème d'audition et qui devront faire le point sur leur audition. Aujourd'hui, 75% des Français souffrent des problèmes dans le bruit. 39% présentent des problèmes d'acouphènes, de sifflement, de bourdonnement dans les oreilles. Et le chiffre un petit peu plus, moi celui qui m'inquiète le plus dans ce tableau-là, c'est que 50% des Français n'ont jamais fait contrôler leur audition. Autant on l'a vu, tout le monde s'en préoccupe. Autant l'audition, on attend de plus avoir le choix pour s'en occuper. On va dresser un petit peu le portrait de tout ça. Donc on sait aujourd'hui que 10 millions de personnes en France ont des problèmes auditifs et seulement 45% de ces personnes-là sont appareillées. Pourquoi ? Le premier point, c'est les raisons financières. On ne va pas se le cacher, c'est un budget aujourd'hui qui est important, qui est non négligeable. Le deuxième, c'est le doute sur l'efficacité. Donc c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. On va vous expliquer ce qui améliore l'efficacité aujourd'hui. Ne fonctionne pas dans le milieu bruyant, même principe, on va aborder ça dans le sujet. L'inconfort, on est sur un corps étranger qu'on va venir placer dans un conduit auditif, ça demande un petit temps d'adaptation. L'embarras, l'opinion des proches, ça c'est un autre point. 27% des gens ne veulent pas d'appareil auditif parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. Je vous amène à avoir une réflexion là-dessus d'un patient un jour qui m'a dit « Je ne veux pas d'un appareil auditif parce que je ne veux pas avoir l'air d'un vieux con ». Ça a été ses mots, pas très poli. Sa femme lui a répété et l'a repris tout de suite en lui disant « Écoute, hier soir on était au restaurant, t'as rien compris de toute la soirée, tout le monde m'a demandé pourquoi tu tirais la tête. » Et t'es passé pour le vieux con toute la soirée. Sur ces entrefaits, il a pris l'appareil. Aujourd'hui, ça se passe très très bien. Donc des fois, il faut passer cette prérogative de l'idée des proches, de l'idée de l'opinion publique d'un appareil auditif et de se dire qu'on doit le faire aussi et essentiellement pour nous. La répartition de l'appareillage. Alors ce diaporama, il nous permet de voir que tout en bas, c'est les pertes les plus légères. Et bien vous voyez que 90% des personnes qui ont une perte légère ne sont pas appareillées. Et plus on va monter dans les pertes, ce qui est logique, plus la perte est profonde, plus le taux d'appareillage est important. On reste quand même, si on prend ce schéma-là, sur une perte auditive moyenne, une personne sur deux n'est pas encore appareillée avec une perte auditive moyenne.
Et ben, alors, comment fonctionne l'oreille? Je vais avoir mon petit laser, normalement. Si, je ne le vois pas. C'est pas grave, je vais le faire à la main. Le son, on va rentrer par le conduit auditif, venir faire vibrer le tympan. Il va mettre en mouvement les osselets qui vont venir créer une onde de choc à l'intérieur de l'oreille interne, ce petit escargot là, qu'on appelle la cochlée. Cette cochlée va retransmettre un courant électrique au nerf auditif qui va monter au cerveau, et le cerveau va déchiffrer ce que lui envoie l'oreille. Tout à l'heure, je vous disais que ça m'inquiétait un petit peu de voir que 50% des personnes avec une surdité moyenne ne sont pas appareillées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça a été prouvé que scientifiquement, quelqu'un qui n'est pas appareillé avec une surdité moyenne a 7 fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer, des problèmes de concentration, des problèmes de lien social, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'isoler. Donc tout ça a été prouvé sur une étude qui a été menée pendant 10 ans. Donc les autorités françaises ont décidé de mettre en place certains leviers pour éviter que ce taux d'appareillage soit si bas et qu'on puisse progresser là-dessus. Les conséquences, voilà, des pertes auditives possibles, perte d'attention, compréhension réduite de la parole, trouble d'équilibre, trouble de la communication. On ne se rend pas compte, mais notre audition joue un rôle majeur dans notre lien social. Quelqu'un qui n'entend pas, c'est quelqu'un qui se met en bout de table et qui hoche la tête sans rien dire. Il faut qu'on arrive à l'aider là-dessus. Quels sont les bénéfices de l'appareillage? Et bien justement, on va continuer à expliquer un petit peu tout ça. C'est que l'audition, c'est pas que l'audition. Ça va englober toute la santé en perspective. Quelqu'un qui entend mieux, il a plus confiance en lui. Il aura tendance à moins s'isoler. Il va avoir tendance à retrouver du lien social. Et tout ça va faire que sa santé générale va s'améliorer. Je reconfirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça a été prouvé scientifiquement sur une étude qui a été menée. On appelle ça le livre blanc. C'est un document qui est à notre disposition. Si un jour vous le voulez, on peut vous le faire parvenir. Il doit faire 400 pages. Sur l'étude des conséquences auditives en France. Si tu peux passer. Par rapport à ce taux d'appareillage qui était un petit peu faible, l'État a dit ok, puisque c'est prouvé scientifiquement que ça peut améliorer la vie de tout le monde, on va créer la réforme 100% santé. Je pense que tout le monde aujourd'hui en a entendu parler, hein, ça fait 4-5 ans que ça a été mis en place progressivement. Cette réforme 100% santé, elle vous permet de pouvoir faire l'acquisition d'appareils auditifs sans avoir de reste à charge. Et ça, pour toute personne qui a une mutuelle avec un contrat responsable. Ça couvre aujourd'hui 97% des contrats de mutuelle, je crois. Cette offre 100% santé, elle est là pour amener à faciliter un petit peu plus l'appareillage. Maintenant, comment on fait? Je reprends un petit peu 2-3 petites infos pour que vous ayez bien l'idée, puis on parlera des nouvelles technologies après. Âge moyen du premier appareil, 72 ans. Le délai moyen de réflexion, c'est 6 ans. On sait aujourd'hui qu'en France, entre le moment où vous avez une baisse d'audition, le moment où vous voyez le médecin ORL et le moment où vous venez chez l'audioprothésiste, il se passe en moyenne 6 ans. La première ordonnance que le médecin vous fait, on sait que vous ne l'utiliserez que 6 ans plus tard. Ou quand le médecin commence à vous dire « Ok, il y a un petit truc, il faudra peut-être qu'on aille un peu plus loin », on sait que vous êtes sur un parcours qui est fait pour 6 ans. Aujourd'hui, pour se faire appareiller, le parcours de soins, ça va être de faire un bilan auditif auprès du médecin ORL et c'est lui qui détermine si il vous faut un appareil. C'est le seul aujourd'hui qui est capable de délivrer une ordonnance pour un appareillage, pour un premier appareillage. Donc c'est médecin ORL obligatoire. Néanmoins, avant d'aller le voir, vous pouvez aller voir votre audioprothésiste pour faire un bilan d'audition, pour savoir où vous en êtes. Mais l'audioprothésiste ne pourra pas aller plus loin dans les démarches tant que le médecin ORL n'aura pas fait l'ordonnance et n'aura pas donné son aval. Donc voilà un petit peu le parcours chez Audio Solutions. Donc on fait le bilan, vous allez voir l'ORL.
Une fois que vous avez vu l'ORL, vous revenez nous voir. Et là, on va choisir avec vous, on va faire le point un petit peu sur vos besoins, sur vos attentes, sur vos objectifs d'audition. Et on va vous proposer des appareils. Ces appareils, vous allez pouvoir les essayer pendant une période d'un mois et demi, chez vous, dans la vie de tous les jours, pour que vous puissiez juger de leur efficacité. Pendant cette période-là, on va vous revoir toutes les semaines. Pourquoi ? Parce qu'une perte auditive, on ne peut pas la corriger d'un coup d'un seul. Votre cerveau, il est incapable de supporter ça. Donc on va y aller très progressivement. Première semaine, on va mettre 60% de la correction, et puis on va monter progressivement. 70%, 80%. Au bout d'un mois et demi, on fait le point avec vous. Première solution, tout va bien, vous êtes content de vos appareils, ça se passe bien, vous voulez les garder. On fait les papiers, les appareils sont à vous. Deuxième solution, non ça va pas, ça m'énerve. Je ne suis pas convaincu des essais, je préfère arrêter. Vous nous restituez tout, c'est un essai entièrement gratuit. Le but, il est de vous faire voir ce que l'on peut faire à ce jour sur des appareils et voir si ça correspond à vos attentes. La troisième solution, ça va être de pouvoir essayer une autre technologie, un autre produit. Nous, aujourd'hui, on est des audioprothésistes indépendants, c'est-à-dire qu'on n'est pas affilié à une marque. On travaille aujourd'hui avec 5-6 fournisseurs différents et on va pouvoir regarder avec vous quelle est la technologie la plus adaptée à votre perte auditive. Tous les fabricants ont des spécificités techniques, fonctionnelles, physiques. Donc après, en accord et en discussion avec vous, on va vous dire, on vous propose telle solution. On ne vous lâche pas dans la nature comme ça une fois que tout est fait. Une fois que l'appareil auditif est en place et qu'il marche bien, on va vous demander de revenir tous les 4 mois, nous voir, pour qu'on contrôle l'appareil, pour qu'on vérifie que tout fonctionne bien. C'est aussi important que le réglage de départ. Je vous dirais presque même plus. Pourquoi ? Parce qu'un appareil auditif, on est sur des sorties de son qui font moins d'1 millimètre. Si elles commencent à s'encombrer par du cérumen ou des saletés, l'appareil va perdre de son efficacité. Donc ça, tous les 4 mois, nous, il faut qu'on puisse démonter l'appareil pour qu'il puisse être en fonction de marche optimum. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va parler un petit peu des nouvelles technologies. Les premières dont on va parler, c'est l'implant cochléaire et les systèmes à ancrage osseux. On va attaquer directement par les plus rares, mais les plus impressionnants. Alors l'implant cochléaire, généralement, quand on a des surdités très profondes et qu'on ne peut plus corriger par un appareil auditif, on va pouvoir venir maintenant opérer et intégrer dans l'oreille interne une électrode qui va venir remplacer l'oreille interne. Cette électrode, elle sera reliée sur l'oreille avec un aimant qui sera sous-cutané pour pouvoir récupérer le signal auditif et l'envoyer. Et cette électrode va créer un courant électrique représentant le signal auditif. Aujourd'hui, le CHU de Saint-Étienne implante, je crois, une 50aine de personnes par an, à peu près, je crois, dans ces eaux-là. Je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais voilà, la Loire est un centre important d'implantation. Le deuxième système, c'est les systèmes à ancrage osseux. Il arrive que sur certaines surdités, on ne puisse pas travailler dans le conduit auditif parce que l'oreille coule, parce qu'il y a des infections régulières. Donc on ne peut pas mettre un appareil auditif. Et on va venir mettre un petit vibrateur sur l'os qu'il y a derrière l'oreille, qu'on appelle la mastoïde, pour venir faire vibrer cet os et pour remonter l'information sonore jusqu'au cerveau. Ça, c'est les deux schémas opératoires, mais que voilà, l'implant cochléaire ne peut pas être testé avant opération, l'implant à ancrage osseux peut être testé avant une décision d'opération. Ce qui notre métier, c'est essentiellement l'appareil auditif. L'implant ancrage osseux, ça va se passer au niveau chirurgical, et puis nous, on va régler l'implant au laboratoire après. Mais 90% de notre travail aujourd'hui, c'est l'appareil auditif et la protection auditive. On va retrouver 3 formes d'appareil auditif. Je pense que vous les connaissez un petit peu tous. On les voit de plus en plus à la télévision, à la publicité. L'intra-auriculaire, le contour et le RIC, on appelle ça le mini-contour d'oreille. La première chose à savoir, la forme ne fait pas le prix d'un appareil. C'est pas parce qu'il est plus petit ou plus gros qu'il va coûter plus cher ou moins cher. La forme de l'appareil, elle va dépendre de 4 paramètres. La morphologie de votre oreille, est-ce qu'on a la place de travailler et de fabriquer comme on veut? Deuxième caractéristique, la puissance qu'on a besoin d'apporter.
et la manipulation que vous êtes capable de faire, et en quatrième lieu, l'aspect esthétique que vous souhaitez. Une fois qu'on a réuni ces 4 paramètres-là, on va s'orienter sur telle ou telle forme d'appareil. Ils ont tous des avantages et ils ont tous des inconvénients. Il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, beaucoup d'appareils sont rechargeables. Plus de piles. Tous les soirs, vous avez un boîtier, vous posez les appareils dedans, ils rechargent pendant la nuit, plus de piles à gérer. Quelle est la partie intéressante du système rechargeable? C'est qu'aujourd'hui, on a des autonomies de 30 heures, minimum. Donc vous savez que quand vous l'avez mis à charger une nuit, le lendemain, il est parti pour toute la journée. Ça va être intéressant parce qu'aujourd'hui, les appareils auditifs vont pouvoir être connectables avec votre télévision, avec votre téléphone. Alors avec la télévision, très simplement, on vient rajouter un petit boîtier sur votre télévision qui va récupérer le son de l'appareil, du téléviseur, et l'envoyer directement dans vos appareils auditifs. Pas besoin de casque, plus de distance, plus de coupure, plus d'interférence. Toutes les personnes qui essayent un boîtier télé, il n'y en a pas beaucoup qui nous le ramènent. Parce que c'est un vrai confort. On va pouvoir le connecter à votre téléphone portable. Aujourd'hui, on est capable, dans différentes marques, de se connecter à quasiment, je ne vais pas dire tous les téléphones portables, mais presque tous. L'avantage, c'est que vous allez recevoir le son dans vos 2 oreilles. Et ça, le son dans les 2 oreilles, ça fait énormément de choses parce qu'on appelle ça la stéréophonie. Et au niveau de la concentration, ça nous aide énormément à la compréhension. On rentre dans le vif du sujet, les innovations en 2025. Tout ce que je vous ai dit avant, c'était déjà disponible depuis 1 ou 2 ans, un peu plus pour certaines marques, mais tous les aspects étaient là. Ce qui change en 2025, c'est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est un mot qui nous fait un peu peur, à tous. Parce qu'on se dit, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça va nous faire? L'intelligence artificielle, si tu peux passer la diapo juste après, on va la construire comme ça. L'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine à comprendre ma vue a baissé, à imiter les comportements humains pour effectuer une tâche. Ça, c'est ça l'intelligence artificielle, c'est reproduire la tâche humaine. Et dans l'audition, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas lui demander de reproduire ce que fait l'oreille. On va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va développer ce qu'on appelle un réseau neuronal profond. Et l'appareil auditif, aujourd'hui, est capable d'analyser ce qui se passe dans votre environnement et de vous proposer une nouvelle solution. Comment on a fait? Si tu peux. Et en fait, on a entraîné les appareils. On les a entraînés, on est à Geoffroy-Guichard, c'est des sportifs de haut niveau, et les appareils, on a fait exactement la même chose, on les a entraînés avec des scènes sonores. C'est-à-dire qu'on a demandé aux appareils d'apprendre 22 millions d'échantillons sonores. Donc ils sont capables d'aller trier, dans l'algorithme du moteur de l'appareil, 22 millions d'échantillons sonores. Le chat, le chien. On leur a appris tout ça. Quel est l'objectif? Ça a pris 3 ans pour leur apprendre ces 22 millions d'échantillons sonores. Donc c'est très intéressant. L'objectif, c'est que l'appareil reconnaisse immédiatement si c'est du bruit, si c'est de la parole, et qu'est-ce qu'il doit en faire. Si c'est de la parole, je le veux. Si c'est du bruit, j'essaye de l'éliminer. Comment je peux l'éliminer? Et en fait, votre appareil va sonder 700 fois par seconde son environnement. Je redis bien 700 fois par seconde. C'est juste énorme. Et en fait, la grosse force des nouveaux appareils, c'est que les puces qu'on met à l'intérieur, les microprocesseurs, sont de plus en plus puissants. On a une contrainte dans le domaine de l'audition, c'est que c'est une contrainte de temps. Il faut qu'entre le moment où on récupère le son, le moment où on le traite et le moment où on le remet dans votre oreille, il faut qu'il se passe 4 millisecondes. Donc plus on va avoir des puces puissantes, plus on va pouvoir leur demander de travailler et de transformer le son sur cette période-là et de filtrer ce qui nous embête. La puissance, on sait faire depuis des années. Là où les appareils progressent, c'est dans cette capacité à éliminer le bruit dans les milieux bruyants. Quel est l'objectif? L'objectif, il est simple. Et l'objectif, il est très très simple. C'est que la parole prenne le dessus sur le milieu bruyant. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. L'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à émerger la parole du milieu bruyant.
Pourquoi c'est si important? Pour améliorer la compréhension, on va améliorer aussi ce qu'on appelle le confort d'écoute. Ça, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça arrive à tout le monde. Quand on va dans un milieu bruyant, la première demi-heure, on arrive à suivre la conversation, et tout doucement, touc, touc, on baisse, ça devient de plus en plus dur. Pourquoi? Parce que notre cerveau, au bout d'un moment, il se fatigue. C'est dur pour lui de trier ce qui se passe et de se focaliser sur une parole. Plus la perte auditive est importante, plus ce confort d'écoute va être intéressant à travailler. L'objectif, c'est de dire, ok, j'entends un peu mieux, mais surtout, quand je finis un repas, je ne suis pas aussi fatigué qu'avant. Parce que je n'ai pas eu besoin de me concentrer comme je le faisais auparavant. Et c'est là-dessus qu'on essaye de travailler le plus maintenant. Comme je disais, la puissance, on sait faire, mais l'objectif, c'est vraiment de vous aider à ce que ça soit de plus en plus clair dans les milieux bruyants. Vas-y. Pour ça, Audio Solutions a créé un réseau sur la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, un petit peu le Rhône. Aujourd'hui, on est une enseigne régionale. Et nous sommes, comme je disais tout à l'heure, des audioprothésistes indépendants, c'est-à-dire qu'on n'est pas affilié à des marques. On n'a aucun contrat avec des marques. Nous, on travaille avec 5-6 fournisseurs différents pour pouvoir trouver la solution la plus intéressante pour vous. Aujourd'hui, voilà, on est présent sur une enseigne régionale. Nous sommes 21 audioprothésistes diplômés d'État français. C'est-à-dire qu'on a tous fait nos études en France pendant 3 ans. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de succursales qui arrivent avec des audioprothésistes formés en Espagne pendant 8 mois derrière un ordinateur. 8 mois, 3 ans. Je vous laisse juge de la formation de chacun. Et aujourd'hui, sur la Loire et l'Haute-Loire, on est répartis sur 36 magasins sur la région, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Focus sur la Loire, voilà un petit peu les trombinoscopes un petit peu de nos équipes. Je fais partie des plus vieux. Mais on intègre de plus en plus de jeunes audioprothésistes dans nos équipes qui nous amènent un dynamisme, qui nous appellent à nous remettre en question, et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Cette semaine avait lieu la Journée nationale de l'audition, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a ouvert tous nos centres pour que vous puissiez faire des dépistages auditifs, pour que vous puissiez faire des bilans gratuits. Et on continue ça pendant tout le mois de mars. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand là-haut. On vous donnera nos coordonnées précises pour que vous puissiez prendre rendez-vous et faire des bilans auditifs gratuitement pour savoir où vous en êtes. Ça n'engage absolument à rien, hormis à vous dire, voilà, en mars 2025, mon audition, elle en était là. J'espère que les sujets étaient intéressants. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis on va passer à quelques petites questions. Si vous avez, on est là pour y répondre. Merci Monsieur Bonnefoy pour tous ces apports techniques. On a compris maintenant, l'intelligence artificielle vient aussi dans ces petits appareils. Et puis on peut vous retrouver évidemment sur votre stand, au stand salon, juste au-dessus, au 3e étage du stade Geoffroy-Guichard. Eh bien écoutez, maintenant la parole, cher public, est à vous. Est-ce que vous souhaitez interpeller notre expert de l'audition et lui poser certaines questions? Madame, vous avez levé la main en premier. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser des questions sur la forme des appareils oui. Quand on porte des lunettes. Alors, aujourd'hui, 80% des appareils, effectivement, sont positionnés à côté de la branche de lunettes, essentiellement derrière l'oreille. On va avoir des tailles différentes en fonction des marques qu'on va utiliser. Il y a un élément qu'on ne peut pas enlever, il est incontrôlable, c'est que plus l'appareil va être performant dans le bruit, et on a besoin de batterie, on a besoin d'alimentation. C'est ça le plus dur pour nous aujourd'hui, c'est que quand on intègre de l'intelligence artificielle, ça consomme beaucoup d'énergie. Et du coup, on ne peut pas faire des appareils tout petits parce qu'il nous faut la place de la batterie. Un appareil auditif, aujourd'hui, la moitié de l'appareil, c'est la batterie. Et ça, plus on va développer la technologie, alors les batteries aussi progressent, les batteries sont beaucoup plus petites qu'auparavant, mais on arrive toujours à trouver des formes différentes qui s'adaptent à vos lunettes, qui s'adaptent à la morphologie de l'oreille pour que ça soit le plus confortable pour vous. Donc même avec des lunettes, on peut être équipé. Exactement. On peut envisager des appareils intra-auriculaires si besoin, si le conduit le permet, et si la perte auditive le permet aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre spécialiste? Madame, vous avez pris un abonnement.
Vous avez parlé des implants. Oui. Comme quoi ça reproduisait le son, tout ça. Est-ce que ça sert pour les sourds? Est-ce qu'on peut rendre le... Alors, la question est un peu complexe. L'implant, quelqu'un qui est né sourd, c'est compliqué de l'implanter dans la mesure où le schéma cortical n'est pas créé. Donc on va lui mettre quelque chose dont son cerveau n'a absolument pas l'habitude. Donc c'est dur, c'est très dur d'implanter quelqu'un de sourd profond et de pouvoir avoir des résultats derrière. Qu'est-ce que... Quelqu'un qui naît effectivement avec une surdité totale, on peut quand même, en fonction d'autres critères, hein, mais on peut implanter avant généralement les 5 ans pour qu'il puisse développer sa partie auditive du cerveau et qu'il apprenne à réentendre d'une autre façon que quelqu'un qui n'a pas de perte d'audition. On peut effectivement donc réduire le nombre de sourds-muets comme on avait à une certaine époque. On voyait pas mal de personnes qui étaient sourds-muets. Maintenant, on en a de moins en moins grâce à cette technologie. Par contre, quelqu'un qui va avoir une perte d'audition qui diminue de plus en plus, qui arrive même à la totalité, là, on peut quand même également faire un implant cochléaire pour le faire entendre différemment, mais au moins ne pas l'isoler complètement. Alors c'est un implant cochléaire, c'est quand même quelque chose de plus important. Ça se passe tout à l'hôpital. Ça demande une opération, ça demande beaucoup de rééducation derrière. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on n'a plus de solution au niveau des appareils auditifs, on a l'implant cochléaire qui peut prendre le relais. Mais voilà, on va le faire essentiellement pour les enfants, comme disait Fabien, moins de 5 ans. Parce que plus tard, en fait, pour un adulte, le cerveau a été créé et stabilisé comme ça, et c'est très dur de remettre tout ça en ordre. Oui, parce qu'il y a un impact sur le circuit neuronal. Exactement. Notre cerveau, c'est une boîte à tiroirs, et quand le tiroir a jamais été ouvert, c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident de trouver le bon code pour le déverrouiller. Très bien. On a le temps d'une dernière question. Est-ce que c'est... Alors attendez, bougez pas, je vous donne le micro, madame. Voilà. Lorsqu'on a dans son entourage une personne qui n'est pas du tout satisfaite de ce qui lui a été proposé, est-ce qu'on doit absolument l'encourager à retourner voir son audioprothésiste qui doit lui apporter une solution absolument optimale? Complètement. Le travail de fond d'un appareil, c'est qu'un appareil auditif, aujourd'hui, c'est un gros travail sur le long terme. Et c'est pas parce que ça marche pas à un moment donné qu'il faut pas continuer. Je reviens à ce que je viens de dire à l'instant. Notre cerveau, c'est une boîte à tiroirs. Si pendant des années, vous n'avez pas stimulé le cerveau au niveau de l'audition, vous ne pouvez pas demander à votre cerveau, d'un coup d'un seul, de tout remettre en place. C'est pas possible. Il va lui falloir du temps. On va schématiser. On est dans un stade de foot. Si vous entraînez pas, vous ne pouvez jamais jouer sur la pelouse en bas. Votre cerveau, c'est pareil. S'il ne s'entraîne pas à entendre, à être stimulé, à être un peu dans son inconfort pendant quelques temps, il ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Donc il faut continuer, retourner voir votre audioprothésiste, aller voir un autre audioprothésiste. N'hésitez pas. Ça ne vous engage à rien, à prendre un renseignement. On est l'un des seuls métiers en France où vous avez le droit d'essayer quelque chose avant de l'acquérir. Pendant 1 mois et demi. Il n'y a pas d'autres métiers en France qui fonctionnent comme ça. Vous allez acheter une voiture, vous ne l'essayez pas 1 mois et demi avant de l'acheter. Vous prenez une paire de lunettes, vous ne l'essayez pas 1 mois et demi avant de l'acheter. On est le seul métier à faire ça. Donc n'hésitez pas à changer, n'hésitez pas à aller... Si vous n'êtes pas en accord avec votre audioprothésiste, allez en voir un autre. Il y a une notion de relationnel dans notre métier qui est extrêmement importante. Et il faut que le courant passe bien. C'est la première chose. Il faut que le courant passe bien entre vous et votre audioprothésiste. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas et continuez à insister. Je rajouterais juste une dernière chose. Plus on s'appareillera tôt et meilleurs seront les résultats. Moins on va priver en fait le cerveau de certains sons et donc ça sera beaucoup plus facile pour lui de se réactiver. Donc c'est vrai que les dépistages qu'on propose gratuitement sont très importants pour prendre la surdité le plus tôt possible. C'est vrai que plus on tarde et on voit que les résultats sont moins optimales parce que c'est une question aussi de cerveau derrière.
Eh bien, merci, messieurs, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On peut vous retrouver sur votre stand au salon principal, au 3e étage, donc juste au-dessus. Et puis, on a bien noté, tout au long du mois de mars, on peut venir dans vos différentes enseignes pour pouvoir se faire dépister gratuitement.